Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée au modèle Tesla. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas intéressé à Tesla ici et donc on va évidemment rectifier ça aujourd'hui. On va partir des récentes annonces d'Elon Musk, sa feuille de route pour les prochaines années. Le constructeur américain n'a pas forcément convaincu tous les investisseurs sur sa feuille de route, mais il y a quand même des choses très importantes qui ont été mises en avant, des objectifs assez conséquents. Et on va voir avec nos invités comment, par exemple, parvenir à cet objectif de 20 millions de ventes en 2030, un vrai challenge posé par Elon Musk. Et donc, pour challenger Elon Musk, on va poser ces questions à nos invités. Mickaël Valentin, bonjour. Bonjour. Ryan. Merci à vous d'être là, fondateur du cabinet OPO, et puis auteur des livres Le modèle Tesla et la méthode Elon. Donc je pense que vous aurez 2-3 réponses sur ces questions de stratégie de production pour Tesla. À vos côtés, Romain Stutzmann, merci à vous d'être là. Bonjour Aurélien. Président de l'association France Autotech. On vous fait souvent venir pour parler de Tesla parce que voilà, c'est un sujet que vous suivez de près. Donc merci à vous d'être là. Toujours un plaisir. Et je suis ravi d'accueillir également Arnaud Aimé. Bonjour. Bonjour Arnaud, expert automobile associé au cabinet SIA Partners. Peut-être pour justement poser ce débat autour de la méthode Tesla, est-ce qu'elle a quelles sont ses limites, quels sont ses avantages concurrentiels pour l'instant? Peut-être avec vous, Romain Stutzmann, sur les annonces du 1er mars dernier. Il y a eu à la fois donc, des objectifs très ambitieux, pas forcément d'effet waouh avec une annonce particulière sur un modèle. C'est peut-être ce qui a pu décevoir certains, ou en tout cas un flou qui a pu être évoqué dans la presse par des investisseurs notamment. Qu'est-ce que vous en retenez de cette journée, de ces annonces ? Effectivement, beaucoup de commentateurs sont restés un petit peu sur leur faim, mais finalement, Elon Musk a détaillé le Master Plan 3. Troisième feuille de route pour Tesla, voilà. Voilà, c'est sa vision sur le long terme, donc il a redonné sa stratégie. Je pense que c'est un élément quand même très important, c'est-à-dire qu'il est dans la maîtrise du temps, il aura l'occasion de dévoiler les différentes évolutions, les différents modèles dans les mois et années qui viennent. Mais je crois que c'est très important en fait d'écouter ce qu'il dit, puisque souvent il s'y tient, de regarder un petit peu l'ambition. Vous avez parlé de 20 millions de voitures. Nous notre vision, c'est que le véhicule électrique rebat les cartes. C'est que les parts de marché dans le thermique ne vont pas se dupliquer voilà, dans l'électrique. C'est compliqué de parce comparer. qu'on parle de techno, on parle de scalabilité du modèle, on parle de recharge, c'est un nouvel environnement et donc les cartes vont être rebattues. Et le gros avantage de Tesla, c'est qu'il est parti d'une feuille blanche. Et sans ce legacy industriel fait qu'effectivement, il conçoit un modèle 3 de façon beaucoup plus efficiente que peut le faire un Volkswagen avec une ID3. Là, on va parler, je pense, de l'ID2 aussi qui a été dévoilée hier. Et ça, c'est quand même un atout quand même extrêmement important dans sa manche. Donc, il sait que ça va prendre du temps, mais les ambitions qu'il a fixées, en tout cas, je pense, sont à prendre au sérieux. Mickaël Valentin, un mot sur ses ambitions, parce que c'est vrai qu'effectivement, vous disiez, peut-être le copier-coller ne fait pas forcément sens, parce que là, globalement, cet objectif, c'est de faire et Toyota et Volkswagen réunis. Ouais. C'est une petite ambition, quoi, quand même. Pour moi, c'est très lié justement au fait que Tesla, ça a été au départ une start-up. En fait, quand on regarde comment fonctionnent les start-up, l'objectif, c'est d'être beaucoup moins linéaire, plus exponentiel. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de ça dans un secteur comme l'auto. Ouais. Quand on regarde pour l'instant, la courbe, elle est plutôt exponentielle, à la fois sur les ventes, la capitalisation, etc. Ce qui est un peu passé à la trappe en fait dans les analyses, c'est qu'il y a deux niveaux en fait. Il y a comment est-ce que je crois sur mon marché, donc effectivement pour arriver à 20 millions, ce qui veut dire aussi qu'il faut faire croître son footprint d'usine à la même vitesse, etc. Donc avoir une implantation mondiale. Il y a les plans voitures, donc c'est ce qui est peut-être un peu déçu sur la présentation, mais à la limite c'était pas l'essentiel de la présentation. Après moi aussi ce qui m'intéresse c'est sur la performance industrielle. Il y a quand même une annonce de réduire le coût de la voiture par 2. C'est ça. Ce qui est lié à des économies d'échelle, mais qui est aussi beaucoup lié à l'ADN profonde de ce qu'il y a dans le système Tesla, qui est pour moi à la fois une capacité à innover en rupture, à faire des choses que les autres ne faisaient plus parce qu'ils étaient habitués dans le temps à faire plutôt de l'amélioration continue. Et surtout à quelque chose qui se voit beaucoup moins. Enfin, j'ai l'occasion d'aller sur des sites de Tesla. Ce qui est très différent, c'est la façon avec laquelle j'utilise la donnée, à la fois à l'extérieur en faisant des modèles d'affaires un peu différents, en utilisant la donnée des utilisateurs, mais aussi dans l'usine en fait. Dans l'usine, je vais être beaucoup plus en temps réel, beaucoup plus prédictif, beaucoup plus collaboratif dans l'usine. Et ça permet de bien capitaliser, de faire collaborer les métiers et d'être beaucoup plus intégré pour innover en permanence et faire des gains. Et c'est comme ça qu'on va aller faire des choses que les autres
ne sont plus capables de faire en termes de gains dans le temps, quoi. Bon, on va y revenir sur ces spécificités. Il y a un élément global aussi, justement, sur ces objectifs assez ambitieux à la fois donc, les 20 millions de ventes, on l'a évoqué, et puis effectivement, faire baisser les coûts. Ça, c'est un peu le Graal en ce moment. Volkswagen vient effectivement de présenter son ID.2, ID.2 pour la voiture citadine à moins de 25 000 euros. C'est l'objectif aussi pour Renault. Voilà, c'est le match du moment. C'est la voiture électrique abordable. Ça va être le match du moment. Ça ne l'a pas été ces derniers mois et ces dernières années dans l'industrie automobile en général, parce que les coûts, ils ont plutôt augmenté. Ouais. Avec l'augmentation du prix des matières premières, les pénuries multiples, et pas seulement celles de semi-conducteurs, les cafouillages parfois, disons les perturbations dans les chaînes logistiques. Donc jusqu'à présent, les coûts et encore plus les prix ont plutôt été à la hausse. En 2023, ça semble se calmer un peu néanmoins. Avant de parler des coûts, je voudrais redire un mot sur les prix de vente. Ils font un peu le yo-yo en ce moment aussi dans le secteur automobile. C'est d'ailleurs pour ça que les constructeurs se regardent très attentivement les uns les autres et en temps réel pour ajuster leurs prix. Sur Tesla, il y a eu des hausses importantes l'année dernière, de l'ordre de 10 000 euros pour les modèles les plus fréquents. Ils ont quand même depuis la fin d'année, globalement baissé. Il y a eu des baisses importantes de prix en Chine pour pouvoir stimuler les ventes, sachant qu'en Chine, il y a une concurrence très importante d'autres néoconstructeurs comme Tesla qui profitent, comme vous disiez, du fait de partir d'une feuille blanche et de ne pas être empesé par l'historique thermique. Je pense à BYD, par exemple. Donc en Chine, les prix de Tesla ont baissé en fin d'année dernière. En Europe, ça a pu se constater, et en France, ça a pu se constater aussi en début d'année. Alors, il y a aussi des aspects tactiques pour profiter de bonus écologiques notamment. Maintenant, il y a le sujet de la baisse des coûts, effectivement, parce que le véhicule électrique n'est pas encore abordable pour tout le monde, même si c'est une ambition. Ouais. Je pense qu'une question qu'il faut se poser quand on est français et quand on s'intéresse à l'industrie française, c'est dans quelle mesure la France et l'Europe pourront continuer à héberger de la construction automobile, notamment la construction de batteries, puisque c'est ça là-dessus qui a le plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, la politique américaine qui stimule fortement, qui subventionne les investissements dans le véhicule électrique et la batterie, d'une part, et d'autre part, le fait que l'énergie devienne beaucoup moins chère aux USA, en Amérique du Nord qu'en France, et qu'en Europe, ça ne rend pas particulièrement optimiste sur l'industrie européenne et sa capacité à produire à coût réduit. Là, sur l'aspect baisse des coûts, Mickaël Valentin, qu'est-ce qui peut être l'atout ou les limites aussi pour Tesla pour réussir à sortir la voiture abordable à moins de 25 000 $ à peu près? Est-ce que ça ne passe pas uniquement par multiplier les usines? C'est plus dans la manière de concevoir la production. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le design de la voiture, c'était évoqué tout à l'heure. En fait, c'est un peu un raisonnement à la Apple, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire une différenciation très forte sur le produit lui-même physique. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas des tonnes de carrosserie, des tonnes de couleurs et des tonnes d'options. Donc ça simplifie énormément le footprint industriel et ça permet d'avoir quelque chose de très compact en termes de flux. Le deuxième aspect, c'est le côté quand même intégré, ce qui permet d'être rapide, d'avoir moins la complexité d'une supply chain et d'être plus réactif, plus agile face au marché. Donc ça permet quand même de gagner des coûts. Il y a des coûts cachés partout dans une supply chain complexe, donc plus résilient. Et le troisième aspect, c'est un aspect d'innovation. Donc je prends un exemple très concret. La gigapresse qui permet en fait de supprimer à peu près 70 opérations de ferrage, qui se fait en monobloc. C'est un gros investissement au départ, c'est d'être capable avec un constructeur de machines de se mettre d'accord sur un process qui n'est pas encore complètement d'ailleurs mature, mais qui permet, si ça fonctionne à terme, de supprimer à peu près 300 robots, et donc qui permet de diminuer complètement le temps de fabrication de la voiture. Donc ça, c'est un gain net en fait sur le temps de fabrication et sur carrément le coût. Et puis après, il y a le passage à l'échelle des batteries avec l'innovation. Le fait qu'ils aient un temps d'avance sur le volume, ça leur permet sur les batteries d'innover beaucoup plus et d'être beaucoup plus compact. Et là, à chaque génération de véhicules, et même en cours de développement des voitures, ils font des améliorations. Quand on parle aux fournisseurs de Tesla, les Michelin, etc., ce qu'ils disent qui est très différent dans l'état d'esprit, c'est ce côté test and learn. C'est-à-dire que quand je suis en face d'un autre constructeur et que je m'appelle Michelin, j'ai une innovation sur mon pneu, par exemple, je vais avoir de l'IoT dans mon pneu qui permet en permanence de savoir l'état du pneu, etc. Si je le propose à un constructeur sur un véhicule existant, il va attendre la prochaine fenêtre. Donc ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le prochain restyling. Si je le propose à Tesla, ils veulent qu'on le mette en place demain. Et donc il y a cette capacité à se dire, je suis très réactif parce que chacune des personnes chez Tesla est très responsabilisée. Quand vous êtes en face de Tesla, vous avez un chef de projet qui peut décider maintenant
si oui ou non il prend cette innovation. Et donc, en fait, ils agrègent cette capacité comme une start-up en fait, à accumuler l'amélioration beaucoup plus vite. Et en plus, comme la donnée est très bien structurée, si vous améliorez ce qui se passe à un endroit de l'entreprise, donc dans une usine, vous allez tout de suite faire un effet exponentiel où vous améliorez ça sur tout le footprint. Donc, à mon avis, c'est ça la force de Tesla, c'est cette agilité en fait, à réagir. Comme une boîte de tech. Ouais. En fait, Tesla est une boîte de tech. Ça veut dire que cette notion de tech, elle est dans le mindset, elle est dans l'approche des choses, elle est dans le fait de pouvoir tester, conserver, améliorer. Et en fait, il y a une mobilité de fonctionnement qui est une souplesse de fonctionnement qui est beaucoup plus forte que effectivement un acteur industriel historique. Donc ça se regroupe sur beaucoup d'aspects finalement. Et je vous rejoins aussi sur l'aspect Apple. Il y a beaucoup de points communs avec Apple. Le fait qu'on soit dans un environnement fermé, le fait qu'il y ait effectivement, sur la gestion de la marque, sur le fait par exemple qu'on ne laisse pas un Waze rentrer dans l'environnement fermé. Les gens veulent du Waze, mais Tesla dit non, moi vous avez un GPS qui fonctionne, je ne vous mettrai pas Waze. C'est-à-dire que la donnée est conservée dans l'environnement Tesla. Et on ça ne pourrait pas être une des limites malgré tout pour arriver justement, encore une fois, peut-être à terme, mais en tout cas, 20 millions. Si vous prenez, moi j'ai pas mal échangé aussi avec quelqu'un qui bosse chez Lucid Motors, la notion de data est centrale. Ça veut dire qu'on prend des décisions en fonction de la data. Et donc on a de la data qui remonte de l'ensemble des organes de la voiture. Et donc on prend des décisions de façon autonome, ou avant on confiait ça à un équipementier, ou on déléguait complètement un équipementier. Là en fait, on prend la data, on prend les décisions, et on fait que la data finalement elle reste en interne et on la partage s'il y a besoin avec quelqu'un, avec un équipementier. Mais globalement, c'est eux qui conçoivent quand même la majeure partie de la voiture. Ouais. Arnaud Aimé, sur cet aspect, boîte de tech, c'est ce que veut devenir Renault, Stellantis, Volkswagen, avec des annonces sur l'électrification, mais aussi sur cette ambition tech. Est-ce qu'ils sont dans les temps, globalement? Est-ce qu'il y a un moment aussi, il y a peut-être aussi un avantage en termes de gamme, là, typiquement visiblement, et ça a été plutôt bien accueilli, cette annonce de Volkswagen sur l'ID2. D'arriver aussi à avoir cette culture, pour le coup, c'est peut-être moins un frein, l'aspect historique d'avoir une gamme complète, ce qui n'est pas forcément encore le cas pour Tesla. Il y a des plus et des moins. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer de découper. Mais vous savez faire ça parfaitement. C'est ça que je me permets. Je vais essayer. Je vais peut-être rater des trucs. Mais... Non, jamais. Sur la partie de le modèle de boîte tech, effectivement, quand vous dites ça inspire les autres, c'est vrai. Et quand on entend Luca De Meo, le chef de Renault, qui dit « je veux devenir une software company », c'est assez clair. Stellantis, Volkswagen suivent cette voie-là aussi. Il y a plusieurs modalités d'ailleurs. Il y a une modalité où on essaie de faire par nous-mêmes. Oui. Alors ça, c'est plus facile quand on est assez gros et qu'on a des moyens. Et puis d'autres modalités où on s'allie avec des acteurs tech déjà installés. Ouais. Sur Renault, il y avait une alliance historique avec Microsoft, aujourd'hui avec Google. Pour le software équipant la voiture, pour tout l'entertainment et les services à bord du véhicule. Comme ça, l'automobiliste retrouve à bord l'environnement de son smartphone quand il n'est pas à bord. C'est la continuité digitale, disent certains consultants. Volkswagen, à contrario, le groupe Volkswagen, donc au-delà de la marque, a une ambition d'internaliser un maximum cette compétence software, mais on voit que tous courent après ça. Ils en ont besoin aussi pour développer des services à valeur ajoutée et donc vendus pour l'automobiliste. Je pense à tous les services connectés, en plus de la mesure de la performance du véhicule, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça me semble être un peu un obstacle pour atteindre les 20 millions de véhicules par an, parce que dans le monde, il se vend peu ou prou, en ordre de grandeur, j'ai en tête une centaine de millions de véhicules neufs vendus par an. 20 millions, ça veut dire que c'est 20%, si je calcule bien. Le problème de Tesla, c'est que les autres, ils commencent à réagir aussi. Stellantis, ils annoncent une ambition de 5 millions de véhicules par an à l'horizon 2030. Stellantis, comme Renault, veulent vendre que de l'électrique en Europe en 2030, sans attendre l'échéance 2035. Ouais. Donc le problème, c'est le réveil quand même des autres, même si Tesla a pu montrer la voie. Oui, effectivement, ce match avec les constructeurs classiques, à quel moment Tesla peut aussi donc avoir cette avance, peut-être avec ce que vous avez pu voir, vous le disiez, dans les usines, qu'est-ce qui va faire la différence? À quel moment on va vraiment accélérer? Est-ce que c'est en élargissant la gamme? Est-ce que c'est en
en continuant ce qui a déjà été mis en place dans les sites aux États-Unis, à Shanghai, à Berlin maintenant. Qu'est-ce qui va faire la différence pour devenir numéro 1 ? Vu que l'ambition de 20 millions ne devrait pas être très loin de la place de leader. Oui, tout à fait. J'ai l'occasion de bosser avec les autres constructeurs, et puis j'ai même commencé ma carrière chez PSA, donc je connais un petit peu aussi les autres constructeurs. Pour moi, une des différences déjà, c'est effectivement, il y a le marché européen, qui est un gros marché. Ceci dit, il y a aussi tout un tas d'autres marchés. Il y a le marché américain, le marché chinois. Et donc, ces marchés-là sont des marchés qui sont quand même très, très structurants. Ouais. Et aujourd'hui, si on prend le marché chinois, vous en parlez tout à l'heure, c'est le marché qui est le plus en avance sur ce sujet-là. Ce qui fait que pour moi, à terme, on a certes Tesla qui sera au maxi, peut-être à 20%, peut-être un peu plus, un peu moins, mais il y a surtout les constructeurs chinois qui vont prendre une partie importante du marché mondial. Et à mon avis, la menace, elle vient beaucoup de là et un peu de Tesla. Donc, si on prend le marché en 2030-2035, je pense qu'il y aura peut-être 15-20% de Tesla. Il y aura peut-être 15-20% de constructeurs chinois, un peu de nouveaux entrants autres comme Lucid qui auront réussi. Et puis en fait, ce qui restera pour les constructeurs actuels, c'est un gâteau qui aura diminué peut-être de 50%, parce que je ne pense pas que le marché va croître, se multiplier. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Ensuite, le deuxième niveau de réponse sur ce qui fait que ça va fonctionner ou pas, ça va être la capacité de continuer pour Tesla à développer effectivement la gamme. Mais aussi, il y a quand même un pari qui est un peu sur la table et dont personne n'est capable de répondre si ça va fonctionner ou pas, c'est les nouveaux modes de mobilité. Hein. C'est-à-dire de se dire, il y a la vente de voitures, c'est une chose, mais il y a surtout derrière, si par exemple l'autopilote finit par fonctionner à un endroit sur la planète, hein, on n'en sait rien, mais s'il finit par fonctionner, en tout cas c'est le pari de Tesla. Oui. En fait, l'idée c'est que cet autopilote, il ne va pas servir qu'aux voitures, il va servir aussi aux camions, il va servir à toute la mobilité. Et donc, en fait, ce logiciel-là, Tesla, l'ambition, c'est de se dire, je suis un fabricant de voitures, mais je suis surtout celui qui permet que cet autopilote fonctionne. Et donc, tous les services autour de ça. Donc, je deviens une plateforme, en fait, sur laquelle on peut créer des services. C'est ça l'aspect boîte de tech. Et ce qui fait la différence, c'est les compétences qu'on a en interne. Et comment est-ce que les constructeurs classiques continuent à réussir à attirer les meilleurs. C'est ça, au départ, ils sont dans la Silicon Valley. Quand ils viennent en Europe, ils viennent à Berlin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une scène de start-up à côté. Quand ils vont à Shanghai, pareil. À Shanghai, hein, quand je parle avec les équipes de Tesla, ce qu'ils me disent, c'est que dans l'usine, il y a 300 data engineers dans l'usine de Shanghai. Quand on voit, moi je connais un peu les autres constructeurs, vous prenez une usine, Stellantis, Renault, etc., en France ou ailleurs, quand vous en avez 4, 5 ou 10, c'est déjà très bien. Donc comment est-ce que vous continuez à attirer ces gens-là en ayant une mission ambitieuse, une vision ambitieuse, qui fait que vous pouvez continuer à vous développer en fait, en ayant des gens qui sont motivés pour continuer à innover. C'est ça ce qui va être un frein peut-être pour les autres. Aussi, voilà, c'est ça. Ouais. Ce qu'on comprend, c'est que chaque constructeur va peut-être pas réussir à devenir une boîte de tech incontournable. Pour moi, le changement également qui est très important, c'est que Tesla, c'est une boîte B2C. Là où vous avez un constructeur qui est une boîte Renault et Stellantis sont des boîtes B2B. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que vous les voyez en télé en permanence. La vérité, c'est que Stellantis ou Peugeot, particulièrement, ou Citroën, ne parle pas à son client. Il parle à son concessionnaire, et le concessionnaire parle à son client. Je prends un parallèle très ancien, mais quand Facebook est arrivé, la marque Oasis qui vend des jus de fruits, s'est mis à parler pour la première fois à son client. Avant, Oasis parlait à Auchan, et Auchan parle à son client. Là, c'est pareil. Si vous prenez Tesla, Tesla vend en direct en ligne. Entretien, si vous avez un problème, vous avez un ranger qui vient à domicile ou au lieu de travail pour réparer votre voiture. Et donc, Tesla parle à son client, là où Renault ne parle pas à son client. Donc, il y a aussi une mutation et un passage de B2B à B2C qui est assez fondamental. Voilà. Et ça, c'est quand même, au-delà de l'aspect tech, une prise en compte et en considération quand même du client qui est assez fondamentale. Donc dans cette... Arnaud May. Je suis complètement d'accord, mais je pense aussi que ça change. C'est-à-dire que donc, l'industrie automobile hors Tesla qui vend en direct, sans passer par des concessionnaires, c'est très B2B2C. Et les constructeurs, c'est vrai qu'ils connaissent historiquement pas les automobilistes, c'est les concessionnaires qui vendent. Il y a seulement une partie des concessionnaires qui sont possédés par la marque et une grande partie, notamment les concessionnaires multimarques, qui ne sont pas possédés par le constructeur. Et ces concessionnaires indépendants n'ont pas forcément envie de partager les données sur leurs clients avec le constructeur. Par contre, pour moi, ça c'est en train de changer. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Tesla est contributeur à ça, mais pour moi, ça change beaucoup avec le véhicule connecté. Le véhicule connecté, c'est plein de services sympas pour les automobilistes. C'est aussi, pour moi, un canal par lequel le constructeur peut parler en direct avec l'automobiliste et peut, par exemple, écrire sur le tableau de bord il va bientôt falloir faire ta maintenance, on arrive aux 5000 km, on va t'orienter vers le bon garage. Sauf qu'il y a Google au milieu. Alors, après, il y a les sujets de partage des données et de règles entre Google. Est-ce que Google fournit que la techno et partage la techno ou ne partage pas la techno ? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a davantage moyen de partager la donnée avec un partenaire comme Google qu'avec des concessionnaires
qui était un peu opaque là-dessus. Effectivement, un vrai sujet, le partage de la la relation client est fondamentale. Ça veut dire que nous, on voit vraiment un rapprochement entre l'automobile et le smartphone. Et cette notion de... Google parle à son client. Enfin, Google est en contact du client. C'est-à-dire c'est d'ailleurs du learning, des dizaines d'années de learning. Et là, effectivement, le fait de dire, OK, je vais collecter de la data, ce que vous disiez très justement, pour connaître, discuter avec mon client. Mais si c'est un équipementier autre maintenant, tel que Google, qui se met au milieu, on pense qu'effectivement, cette relation client, elle est fondamentale et qu'il ne faut pas laisser un tiers parler à son client. Ouais. Sur cet aspect de données. Oui, alors c'est absolument fondamental. Et alors, pour le coup, c'est ce qu'on appelle faire de la recherche utilisateur. Quand on crée des startups, en fait, l'idée, c'est de se dire, le mode startup, c'est d'aller vraiment à l'endroit. Quand Uber crée, par exemple, son application, ils ne vont pas le créer partout dans le monde. Ils vont se mettre sur une rue à San Francisco, ils vont essayer de faire une plateforme jusqu'à ce qu'en fait, chacun des deux côtés, à la fois les chauffeurs de taxi et les utilisateurs, soient satisfaits. Donc, ils vont faire de test and learn comme ça, en étant vraiment un pied sur le terrain. Quand on fait cet exercice-là avec des constructeurs classiques ou des industriels classiques pour élargir, pour ne pas se focaliser sur les constructeurs auto, en fait, bien souvent, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont, quand on va dans les fonctions un peu profondes de R&D, d'innovation, etc., ces gens-là ne sont pas en interface directe avec le client parce que déjà, il y a la fonction même en interne marketing qui, en fait, est chargée de faire ça. Et donc, c'est en 3 bandes, en fait. Les gens de la R&D qui sont en train d'innover ou qui sont là pour proposer des services, ils reposent sur les datas qui viennent du marketing qui, eux-mêmes, parfois, passent par des concessionnaires. Donc, en interne, l'organisation est trop complexe pour que ce soit direct. Chez Tesla, c'est comment? Il y a un chef de projet qui est chargé d'un nouveau modèle d'affaires. Il est de bout en bout, il peut prendre les décisions, c'est très rapide. Et la voiture, surtout, c'est ça qui est très important, permet que ça fasse ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini, que vous avez une nouvelle idée, par exemple, vous voulez coacher les gens pour qu'ils fassent des économies d'énergie. Ça, c'est d'actualité. Vous avez une voiture électrique ou une voiture thermique et vous aimeriez bien avoir une conduite qui permette d'économiser de l'essence, parce que ça coûte tellement cher aujourd'hui. En fait, si vous voulez faire une application qui fait ça et qui permet, je sais pas, vous arrêtez votre voiture et vous avez en fait un coach qui vous dit tiens, t'as bien conduit à 100 là, t'as bien fait ça, là t'as passé la 3e, t'aurais dû plutôt être en 4e. Si vous voulez pouvoir faire ça, c'est une super idée de marché. Ça pourrait être une start-up qui pourrait faire plusieurs milliards de valeur en quelques mois. Sauf que la difficulté pour réussir à faire ça, c'est qu'il faut que vous ayez une architecture de voiture qui soit suffisamment bonne pour pouvoir faire ce qu'on appelle du over the air, c'est-à-dire qu'en permanence, vous ayez les datas qui remontent et que vous ayez cet aller-retour entre un algorithme qui va faire les calculs et qui va pouvoir renvoyer au conducteur, là, tu as bien fonctionné, là, tu n'as pas bien fonctionné. Donc, comment tu t'es comporté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur toutes les données qui remontent. Et ça, en fait, quand on le fait avec des constructeurs classiques, on se rend compte qu'il y a, par exemple, 50 à 70 calculateurs dans une voiture traditionnelle parce que la plateforme a été faite par couche successive. Chez Tesla, ils ont une forme d'iOS qui est en fait un système d'exploitation centralisé qui fait que ça a été pensé dès le départ pour que la voiture soit communicante, pour pouvoir faire ça, justement. Et donc, on est dans la logique de smartphone évoquée. C'est ça, exactement. Effectivement, Après, pour pondérer un peu, parce qu'on parle tous les quatre, beaucoup de numérique, pour parler un peu aussi du monde physique, un atout de Tesla, on en parlait là, c'est la vente en direct grâce au e-commerce qui permet de connaître le consommateur final et qui permet aussi d'éviter des coûts de distribution. Par contre, il y a aussi, je pense, un revers à la médaille qui peut être une limite que vous évoquiez, Aurélien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau de concessionnaires, par définition. Et un réseau de concessionnaires et de réparateurs et d'après-vente, ça peut être un peu utile quand même. Tesla propose pas grand-chose sur le leasing, que ce soit de la location longue durée ou avec option d'achat de la LOA. Et le leasing, alors, ils n'ont pas de captive financière en propre, mais aussi le leasing, c'est quand même plus facile à le mettre en œuvre quand ensuite il y a un réseau physique d'après-vente qui est là pour reprendre un véhicule, pour le remettre en état, et puis être en capacité de le revendre d'occasion. Donc là, les constructeurs traditionnels qui ont ce réseau-là, ils peuvent plus facilement proposer du leasing. Et le leasing, plus de la moitié des IMAT en France l'année dernière, pour les particuliers, c'était en leasing. Ça fait longtemps que c'était le cas pour les entreprises, mais pour les particuliers aussi. Et puis, ça permet de faire aussi passer la pilule sur les coûts des véhicules. Donc ça peut être aussi une limite aujourd'hui. Ça fait partie des critères et c'est évidemment des choses qu'on va suivre de près. C'est toujours passionnant d'évoquer tout cela. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau et on se retrouve forcément très vite pour parler de Tesla et de ce match avec ses concurrents, évidemment. C'est sur Mobility TV que Carlos Tavares avait dit que oui, Stellantis allait rattraper Tesla. Et on va suivre ça. Il a encore un peu de temps. Il avait dit 2025, donc on va suivre ça. Elon Musk vient bientôt ici. C'est ouvert, c'est open. On n'arrête pas de lui dire. S'il nous entend. Sur Twitter, viens, Elon. Donc ça va se faire forcément. Merci à vous. À bientôt sur le plateau de Mobility TV. Merci.